Alice Coffin est journaliste, spécialiste des médias, consultante actuellement. C'est par ailleurs quelqu'un qu'on connaît dans le réseau des Légomeuses depuis longtemps, puisqu'elle a joué au foot avec nous. Et voilà, donc on avait une entière confiance dans son travail, et elle s'est confirmée, puisqu'on est très content du résultat. C'est elle qui s'est collée à l'étude qui va vous être présentée, donc merci Alice. Merci aussi à Clara Power. Clara est directeur de Fair Network, Football Against Racism in Europe, qui est un réseau de lutte contre les discriminations dans le foot européen. Et donc Fair Network est l'organisme qui a financé cette étude. On remercie Fair et Clara qui a fait des déplacements depuis Londres aujourd'hui pour nous accompagner sur cette conférence de presse. Je vais dire quelques mots des Légomeuses avant de passer la parole à Clara. J'oublie un remerciement essentiel aussi, effectivement. C'est l'équipe du Rosa Bonheur et Michel Cassaro en particulier pour son accueil. On a l'habitude de collaborer régulièrement avec l'équipe du Rosa Bonheur. On est très contente de pouvoir organiser cet événement aujourd'hui avec elle. Donc j'enchaîne avec une présentation rapide des Légomeuses parce que tout le monde ne connaît peut-être pas l'identité de notre association. Donc les Légomeuses, c'est à la fois une équipe de foot et une association à vocation militante. On existe officiellement depuis janvier 2012 et on a deux objectifs principaux qui sont tout d'abord la promotion du foot féminin et ensuite la lutte contre les discriminations, sexisme notamment, mais pas que, dans le sport et par le sport. Et on essaie d'intervenir à travers différents outils qui sont à la fois des actions de sensibilisation, actions à dimension pédagogique auprès des jeunes et des acteurs et actrices de terrain, des actions de plaidoyer aussi auprès des institutions, qu'elles soient du football, de la mairie, la région, pour encourager le développement du sport féminin. Et enfin, on essaie d'avoir aussi depuis quelques années une présence médiatique en étant actifs sur les réseaux sociaux, en réagissant à chaque fois qu'il y a une actualité qui nous froisse en termes de traitement de l'information sexiste ou discriminante. On essaie aussi de produire des tribunes pour partager nos points de vue. Ça a été le cas par exemple il y a un an à peu près autour de l'affaire Orly. On avait publié une tribune dans Libération. Voilà, il y en a eu d'autres. Je ne vais pas développer là tout de suite, mais on pourra vous renvoyer vers des liens si vous le souhaitez. Et donc, pour cadrer un petit peu le débat d'aujourd'hui, en fait, nous, bien sûr, on a conscience que ce sexisme, il existe dans le milieu du sport, et notamment dans les médias qui traitent du sport depuis un certain temps. Maintenant, la difficulté qu'on avait parfois, qui nous était renvoyée par certains opposants, c'était qu'on manquait de données assez solide, qu'elle soit quantitative ou qualitative, pour aller à l'appui de nos propos, de notre argument. Donc, en l'absence de données, on s'est dit qu'on allait produire ces données nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on a sollicité à la fois Alice Coffin et Fair Network pour le côté financier de l'étude. Et donc, on espère que ces résultats vont commencer à vous convaincre. Et puis, je vais passer la parole à Clara tout de suite, qui va dire quelques mots de Fair Network. Bonjour. I'm afraid I'm going to have to speak in English. If I were to do this in French, I think we'd still be here at 6 p.m. So please excuse me. I am from the Fair Network, as Cecile has said. We are an international network of organizations working to tackle discrimination in football, but also to use football as a tool for social inclusion, social harmony. Fair Network, c'est une organisation, un réseau plutôt d'organisations au niveau européen qui à la fois vise à tacler les discriminations dans le foot, mais aussi à utiliser le foot comme levier contre les discriminations. Je pense que là-dessus on se rejoint pas mal avec les Légomeuses. We are very proud to have the Légomeuses members because of the scope of their work, the energy that they bring to it, and the intelligence of the work that they do. C'est agréable à traduire. Il est fier d'avoir les Légomeuses dans son réseau pour le dynamisme, l'énergie et l'ampleur de leur travail. We are currently coming towards the end of a 2-week period where we have had something like
2,500 events in 50 countries in what you might call wider Europe, Latin America, and beyond, where we hope to have involved 100,000 people directly in activities, not in stadiums or watching, but directly involved in activities. Donc, on arrive à la fin aujourd'hui, ce dernier jour de ce grand événement international qui s'appelle Football Action Weeks. 2500 actions et 100 000 personnes touchées par des actions, pas seulement dans les stades, mais un peu partout. Justement, c'est des actions vraiment qui visent au lien social, au renforcement du lien social et à la discrimination partout, on va dire, dans la cité. The idea is that we send out a message which is very clear, that we stand against discrimination, but also we want to demonstrate how it can be used as a means of bringing greater peace, greater cohesion, and can be a force for good, like many things. Donc à nouveau, l'idée de ces grands événements, c'est à la fois de lutter contre la discrimination dans le sport, mais vraiment d'utiliser le sport, le foot en particulier, comme moyen de renforcer la cohésion sociale et pour renforcer la paix dans la société. And this, the weeks, the Football People Weeks have many different focuses, different themes. And one of the most important ones, of course, is around gender equality. Because the way we relate to each other, whether you are from a minority group, women are often seen as a minority group, even though they are the majority of the population. The way we are seen, the way we interact with each other, the way culture presents us is very important. Donc, Pierre rappelle justement dans ces événements un des focus, des axes les plus importants, c'est la question de l'égalité de genre, parce qu'effectivement, ça nous permet de déconstruire un petit peu les stéréotypes vis-à-vis des minorités, même si effectivement, pour ce qui concerne les femmes, on parle de minorité, mais ça constitue quand même la majorité de la population. So, thank you, Leila Rose, again. I look forward to the detail of the research that becomes the basic findings, but very interested in finding out the detail. We will do our best to spread this internationally and to make sure that people recognize the work we're doing and the importance of this work. Voilà, place à Alice et au résultat de l'enquête. Je m'appelle juste que j'ai oublié de me présenter au tout début. Donc, je m'appelle Sophie Chartrain et je suis coprésidente et cofondatrice des Dégommeuses. Et c'est moi qui ai étudié effectivement pour les Dégommeuses pendant plusieurs semaines la façon dont les journalistes parlaient ou ne parlaient pas en France du football féminin. Quelques mots sur le calendrier de l'étude. Ça s'est déroulé pendant le mois de septembre. Du 2 septembre, le dimanche 2 septembre, c'était la journée de reprise du championnat de Division 1. Donc ça semblait faire sens. Jusqu'au 25 septembre, le lundi 25 septembre, qui est le lendemain de la 3e journée du championnat de Division 1 féminine. C'est-à-dire pouvoir aussi observer l'ensemble de ce traitement-là pendant 3 journées. Il faut noter que pendant cette période-là, c'est ce qui nous intéressait aussi, il y avait aussi 2 matchs internationaux amicaux de l'équipe de France, et pas des moindres, parce que c'était les premiers de Corinne Diacre, la nouvelle sélectionneuse à la tête de la sélection, et par ailleurs, pendant ce laps de temps aussi, ça a correspondu à l'annonce un peu officielle, le lancement un peu officiel du mondial 2019 féminin qui aura lieu en France. Autant vous dire que ça faisait un certain nombre d'événements qui pouvaient laisser à penser qu'il y avait un intérêt médiatique à parler de ce sujet. Un petit point aussi sur le corpus de l'étude. Au départ, on s'est dit on va partir tous azimuts. C'est-à-dire qu'on va regarder les émissions de télévision, écouter la radio, et puis lire la presse. Et puis faire un décompte. Seulement, il a toujours été question dans cette étude de 2 choses. On voulait un traitement quantitatif, on voulait vraiment avoir des chiffres, des données, parce que c'est important, mais on voulait aussi un traitement qualitatif, c'est-à-dire travailler sur les reportages, les articles qui existaient sur le foot féminin pour savoir comment on en parlait, quels étaient éventuellement les pieds, etc. Or, dès la première journée, le 2 septembre, j'ai donc commencé aussi à regarder les émissions de télévision, Téléfoot, Stade 2, Canal Football Club,
le lendemain, 20h foot sur CNews. Bon, le souci c'est qu'il y avait zéro, en fait, zéro. On ne parlait pas du tout de foot féminin. Sur CNews, on avait éventuellement des propos sur la nécessité d'avoir des matchs plus testiculaires dans le foot masculin ou autre. Il y a pas mal de sexisme, de toute façon, effectivement, dans le traitement de cette émission-là, mais rien sur le foot féminin, donc c'était problématique parce que on a préféré du coup se recentrer sur la presse où là il y avait, même si on va le voir assez faiblement, un traitement du foot féminin, ce qui nous permettait d'avoir aussi une étude qualitative sur le sujet. Donc voilà le corpus de l'étude. Et je dirais même plus précisément, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pour avoir vraiment une chance d'avoir quelques articles, on va aller voir du côté de la presse qui pourrait s'y intéresser particulièrement parce que les villes de telle édition en presse quotidienne régionale jouent elles-mêmes dans le championnat de D1. Ça nous semblait important de voir comment on relève dans la presse locale la façon dont la ville du coin se comporte. Donc ça veut dire qu'on a été prendre, il y a 7 quotidiens de presse quotidienne régionale qui font partie du corpus de l'étude. Le Parisien, parce qu'il y a le Paris Football Club et le PSG qui jouent en Ligue 1. Le Progrès, édition Lyon. La Provence, édition Marseille. Midi Libre, édition Montpellier. Sud-Ouest, édition Porto. Ouest de France, édition Guingamp, qui est aussi en D1. La Voix du Nord, édition Lille. Et puis, à cela, on a ajouté évidemment l'équipe, grand quotidien national sportif. France Football, l'hebdomadaire spécialisé sur le football. Et SoFoot, le mensuel football. Donc, ça nous fait 10 titres. Là-dessus, tous les jours, moi je les ai fichés, tous les jours ou toutes les semaines pour France Football, et j'ai compté. Et j'ai compté, ça veut dire très précisément. C'est-à-dire qu'on a des datas, un tableau avec des milliers de données. Parce que pour chaque journal que je lisais, je comptabilisais pas seulement s'il y avait un article, mais aussi quelle était la longueur de l'article, quel pourcentage en gros d'une page ça représentait, si on était plutôt à 0,1 ou 0,5 pages. Je comptais aussi la façon si les joueuses, des femmes, étaient citées dans l'article, ou si c'était plutôt des hommes qu'on citait, même si ça concernait le foot féminin. Je comptais aussi s'il y avait des photos qui illustraient cet article-là. Et si, parmi ces photos, c'était des photos d'hommes ou des photos de femmes. Ces milliers de données, je vais vous en faire gré parce que c'est vraiment un ensemble qui devait nous permettre après de faire donner du sens à cette étude-là. Mais il faut savoir qu'elles sont là. On les a étudiées, donc cette étude s'appuie vraiment sur de l'arithmétique aussi et un décryptage extrêmement serré au quotidien de ce corpus-là. Voilà ce que ça donne au niveau d'abord du traitement quantitatif, c'est la première grande partie de cette étude, et des résultats globaux. Alors sur les résultats globaux, sur les 10 titres qui étaient observés, il y avait au total 1327 pages qui étaient consacrées au football, et seulement 28 dédiées au foot féminin, ce qui nous fait une moyenne en gros de 2,1% de pages, pour le dire autrement. Dans 98% des cas, des pages du traitement du football dans la presse écrite, on parle de foot masculin, dans 98%. Ça demande à être affiné, donc voici les résultats cette fois pour la presse nationale. On le voit, on peut vous rappeler, c'était 98%, donc 2% pour le football féminin dans l'étude globale. On le voit, l'équipe est en dessous. C'est-à-dire que l'équipe, c'est 1,2% seulement sur le foot féminin. En gros, c'est l'équipe pendant l'étude, c'est quelques 500 pages, et on doit avoir 4-5 pages sur le football féminin. France Football, c'est 99,1% de foot masculin, 0,9% de foot féminin. SoFoot, 99,9% de foot masculin, 0,1%. Ça veut dire qu'en gros, dans un numéro de SoFoot où il y a 98 pages, vous avez quelques lignes sur le football féminin, même pas un article, c'est quelques lignes qui font partie d'un calendrier qui rassemble un peu tout ce qui s'est passé pendant l'été. Dans ce France Football, il y avait un vrai article sur les 4 numéros de pages, le reste aussi c'était un peu disséminé. Et puis, donc l'équipe. En revanche, si on regarde un peu la presse quotidienne régionale, c'est mieux. C'est pas brillant, dans l'ensemble, de toute façon, on parle d'un truc, de quelque chose qui est quand même extrêmement faible. Dans l'ensemble, c'est vraiment du 98%, donc là, on est à 96%, mais c'est mieux. C'est-à-dire que la presse quotidienne régionale fait mieux, avec quelques différences. Vous voyez, puisque Midi Libre, qui est le journal qui traite aussi de l'équipe de Montpellier, ou La Voix du Nord, sont au-dessus de journaux comme Sud-Ouest et La Provence. C'est quand même notable pour Midi Libre et La Voix du Nord, parce que c'est intéressant de noter que Montpellier est une bonne équipe, ils sont 3e actuellement dans le championnat D1, mais c'est pas Lyon ou Paris qui avaient disputé l'an dernier la finale de la Coupe d'Europe.
Donc on pourrait s'attendre à ce que le Progrès et le Parisien soient plus hauts en fait, parce qu'eux ont vraiment des équipes un peu stars, notamment on le voit dans le cas du Parisien. Je rappelle qu'il y a quand même 2 équipes, le Parisien en championnat de D1, il est plutôt dans le bas du tableau, alors qu'on peut noter pour Midi Libre, et en particulier aussi pour la Voie du Nord, on est quand même dans du haut, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver aussi dans le traitement qualitatif, avec plutôt des articles de bonne qualité pour ces 2 titres-là. Je reste toujours dans le traitement quantitatif pour dire que non seulement il y en a très peu de ces articles-là, mais par ailleurs, ils sont souvent un petit peu disséminés, enfin, non seulement disséminés dans différentes pages du journal, parce que moi, mon gros boulot, c'est vraiment, ça m'arrivait de tourner 1, 2, 3, 4, 5 pages, 18 pages de l'équipe pour arriver enfin, à la fin à entendre parler de foot féminin. Mais de manière générale, je vais vous montrer quelques exemples, en fait, pour montrer que la place, elle est toujours subalterne. Que même quand on en parle, alors ça, c'est la une du Progrès, du 10 septembre. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a 2 OL Guingamp ce jour-là, 2 fois Lyon rencontre Guingamp, en masculin et en féminin. Le masculin, ils n'ont pas encore joué, ils jouent à 17h quand c'est marqué. Mais ils ont la une. Les équipes de femmes, elles, ont joué la veille, et même Lyon, qui est quand même l'équipe du Progrès, a gagné 5-0. C'est-à-dire que c'est une grosse victoire, c'est important. Et bien, ça sera seulement un appel de une. J'ajoute que le joueur, lui, aura son nom sur la photo, alors que pour la photo de la joueuse, c'est le nom du photographe qui apparaît. Autre exemple dans le Parisien, c'est une édition aussi du 10 septembre, où pareil, on a en tout 5 pages de foot, donc 3 pages de foot en local. On le voit, il faut vraiment trouver à la dernière des pages une petite brève qui va rassembler et le PSG et le PFC en une seule brève, les 2 équipes, bien après la Nationale 2, bien après les régionales. Donc là encore, une place subalterne. Autre cas, Sud-Ouest, avec un autre exemple, comment traite-t-on l'équipe de France? C'est le lendemain du premier match de Corinne Diacre à l'équipe de France contre le Chili. On le voit, la petite rubrique amical féminin est casée juste au-dessus du handball et du hockey sur glace, je ne sais pas trop ce que ça fait là, avec un simple résultat. Si je devais conclure cette partie sur le traitement quantitatif, je voudrais emprunter un titre à Sud-Ouest, qui là encore, le 25 septembre, il y a pas mal de pages sur le foot, mais le foot féminin apparaît à la fin avec les U19, qui sont les moins de 19, donc c'est les U19 et les filles aussi. Et ça pourrait résumer assez bien en fait la façon dont est considéré par la presse le football féminin. Le traitement qualitatif, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait vraiment très peu d'articles, encore faut-il savoir comment sont traités ces articles et de quoi ils parlent et quels sont les éventuels biais ou qualités de ces articles-là. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il apparaît que le foot féminin, même quand on en parle, est en réalité un instrument au service de la promotion des hommes. Là, je vous laisse découvrir ces articles-là, qui sont tirés de la première journée d'études, on est au début du championnat de D1, et peut-être ça vous frappera, mais on le voit, que ce soit dans la Voie du Nord, le Progrès, le Parisien, vous voyez que sur tous les articles qui traitent de football féminin, ce sont des hommes qui sont en photo. Je vais aller un petit peu plus dans le détail, parce que c'est pas seulement la photo qui pêche. Là, on a un article de la Voie du Nord où les joueuses sont mentionnées dans le titre par les filles du LOSC vont découvrir l'élite sans appréhension. On a la photo de l'entraîneur, mais par ailleurs, on n'a aucune joueuse nommée dans l'article. C'est-à-dire qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noms de personnes. Ça va du kiné au préparateur de la jeunesse. Bon, et ce sont tous des noms d'hommes. Donc, il y a, quand je dis au service de la promotion des hommes, c'en est un exemple. Dans Midi Libre, là encore, on a plutôt un coach qui est mis en valeur, donc le groupe de Jean-Louis XVI avec la photo d'un homme. Dans le Progrès, là encore, ça sera davantage l'homme qu'on voit, et en revanche, les femmes sont de dos, c'est-à-dire qu'on a vraiment la photo, la légende, qui est focalisée, non pas sur les joueuses, mais sur l'entraîneur, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Parisien, avec une citation, un sous-titre qui tout renvoie à Lana Pedros. À un moment, on aurait pu penser à un petit espoir puisqu'il y a un encadré, mais non, l'encadré concerne Aulas qui a surpris tout le monde, donc le président de Lyon. Donc là non plus, toujours pas question des joueuses. Autre exemple encore, dans l'équipe, pareil, un article sur le foot, des femmes, sur le foot féminin, mais le titre là encore renvoie à un homme et on voit à nouveau la photo avec les présidents de Lyon et du PSG de face, donc on voit la figure sur la photo, et les joueuses de dos, donc complètement anonymisées, invisibilisées, parce que qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que non seulement on en parle peu, mais quand on en parle, elles
elles sont invisibles et elles ne sont pas nommées. Alors là, c'est peut-être un summum, hein, c'est dans la Provence. J'avoue, quand j'ai découvert ça, c'était la première fois que je voyais vraiment, une des premières fois que je voyais, ah tiens, une pleine page pour le foot féminin, formidable, avec 4 photos. C'était du jamais vu pour moi, vraiment dans l'étude. Hein, on arrive au 23 septembre, à la fin de l'étude, je me dis enfin. Et puis finalement, les 4 photos, hein, ce sont des photos d'hommes. Il y a 6 intertitres et une exergue qui est la citation d'un homme, et puis un portrait d'un coach de la D1 avec une pleine page, mais avec 0 joueuses citées, alors que nous avons 1, 2, 3, 4, vous avez l'étude avec vous, nom d'hommes cités, donc là encore, hein, le kiné, le médecin. Au-delà des photos ou des titres, on a aussi dans les accroches, très régulièrement les accroches, comme s'il fallait rappeler quand même la préséance masculine commence par des noms d'hommes. Donc là, vous avez un exemple du progrès, où tout de suite on cite Bertrand Descraye, Jean-Michel Aulas, Noël Le Graët. Un autre exemple du Midi Libre. Mais je voudrais peut-être attirer quand même l'attention sur cette enquête de France Football. On se dit, tiens, il y a des nouvelles de Diacre, mais non, c'est pour dire Ettoré rejoint Diacre. Donc, premier à la tête des Bleus, Corinne Diacre qui disputera son premier match face au Chili ce vendredi, aura comme adjoint Michel Ettoré, Philippe Joly, Anthony Grèche, et pour l'attaché de presse, ex-journaliste de RTL, Jérôme Miliac. Donc, c'est vraiment jusqu'au bout, on a cette volonté d'afficher la présence masculine, même quand on parle de foot féminin. Autre exemple encore tiré de l'équipe. Là, c'est la photo des joueuses de l'équipe de Montpellier qui n'ont pas leur nom, mais en hommage à Louis Collin, un loulou accroché derrière le dos, et elles sont à nouveau, vous le remarquerez, de dos, jamais de face. Autre exemple, et ça sera le dernier, dans les articles, on y reviendra d'ailleurs sur cette question du réfugié chez les filles, le traitement des joueuses du Paris Saint-Germain. Là encore, c'est là, dans le texte, 6 hommes et 0 femme nommée. Bon, c'était un exemple, c'était important de vous donner un peu une somme pour vous dire que ce n'est pas des cas isolés en fait. Hein. On a vraiment affaire à une structure, à une façon structurelle de traiter du foot féminin, c'est-à-dire très peu, et quand on en fait, en invisibilisant encore davantage les joueuses. Voilà, je pourrais encore citer le cas du Mondial 2019, on a très souvent des photos et des mots d'hommes. D'ailleurs, je crois que les journalistes s'en aperçoivent eux-mêmes parce qu'il y a une petite ironie qui est faite dans un des articles qui dit le point de départ de cet événement s'est tenu la semaine dernière au musée de l'homme. Donc je pense que ça apparaît peut-être, ça saute même aux yeux des journalistes qu'il y a un souci. Deuxième particularité qualitative, quand on parle de foot féminin, on parle souvent, c'est encore mieux parler de foot masculin en référentiel. Ça c'est aussi très frappant, c'est-à-dire que très régulièrement, les accroches des articles, les chutes des articles, renvoyer en fait au traitement du foot masculin. Donc, je vais vous citer par exemple cet article de la Provence qui commence par la débat de leurs homologues masculins à Monaco 6-1. Un autre article sur Aulas qui dit ce qu'il ne peut pas faire chez les garçons, il le fait chez les filles. Ou cet article du Progrès qui chute par ne demandez pas aux Lyonnaises la source de leur motivation intacte, c'est sans doute le secret des championnes et des champions. Donc là encore, comme si jamais on pouvait réellement laisser la parole, la prédominance aux femmes. Autre marque de l'invisibilisation des joueuses, c'est cette difficulté à les nommer. Alors j'ai été très surprise parce qu'il y avait des hésitations un peu partout, c'est-à-dire que parfois, là c'est dans la Provence, en sous-titre on a trop tendre les Olympiens, ça devient les Olympiens, après dans le corps de l'article ça devient les Olympiennes. On a les girondines qui sont parfois mis entre guillemets, comme si c'était compliqué de parler vraiment de girondines, ou parfois sans guillemets. Bref, il y a un ensemble en fait, d'exemples où on hésite, on ne sait pas comment appeler ces joueuses. C'est une tendance qu'on retrouve aussi dans la façon très compliquée manifestement de nommer. Est-ce que c'est la sélectionneur la sélectionneuse parfois, dans d'autres cas, la sélectionneuse sans ou l'entraîneur. Enfin, ça varie très souvent, il n'y a pas une dénomination commune, donc là encore ça montre l'incertitude et le fait que finalement c'est un peu pour eux comme un objet non identifié. On le voit là-dessus sur les appellations, on est toujours dans ce traitement-là de la partie qualitative de l'étude. Bon, bah, souvent ça va carrément à des grosses erreurs. Par exemple, on a une première ligue pour désigner le championnat de D1, où là dans l'équipe D1 femmes, 7e journée, en fait c'était la 3e, on en est seulement à la 3e, mais la 7e journée c'était celle du foot masculin qui en était à la 7e journée du championnat, donc une confusion entre les deux, à force de si peu en parler.
J'en viens maintenant sur le traitement qualitatif, un peu le dernier point qui est vraiment quand est-ce qu'on a affaire à du sexisme. Parce que vous l'avez peut-être vu, l'étude elle se focalise pas pour dire ah les méchants sexistes, ah les méchants journalistes. C'est vraiment un peu l'étude là pour constater, chiffrer, dénombrer, observer des tendances. Néanmoins, c'était compliqué de pas à 2-3 reprises mettre une petite loupe sur un traitement sexiste. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de photos des joueuses. Bon, bah là, c'est un peu le seul cas où on a un article où il y a 3 photos d'une joueuse. Donc la nouvelle recrue, en fait, puisque l'attraction, comme le titre l'article du PSC, c'est quand même assez frappant de voir que cette joueuse n'est jamais présentée balle au pied. Elle a la balle dans la main, elle a la balle, le ballon dans une étrange position sous la tête, elle fait des coucous, mais jamais on a la joueuse en action. Les interviews de Corinne Diacre. Alors ça, c'était assez frappant, parce que quand on regarde un peu, il y a 2 exemples, il y a celui de l'Équipe et celui du Parisien, qui insistent en fait, pendant en gros, à chaque fois, c'est la moitié de l'interview, donc au lieu de parler de technique ou autre, on insiste vraiment, on bombarde Corinne Diacre de questions sur, en revenant au foot féminin, vous ne tirez pas un trait sur le foot masculin, prendre les rênes de l'équipe féminine est une progression, votre choix de rejoindre les Bleus est paradoxal, des entraîneurs de foot féminin auraient aimé quitter ce milieu pour entraîner les garçons. Ou encore, que vous ont dit vos proches, que vous faisiez une erreur de revenir chez les filles. Donc il y a vraiment une insistance sur ce côté-là qu'on retrouve dans un article du Parisien, par exemple, dans les questions. Donc, être une femme dans un milieu d'hommes a-t-il une influence sur votre caractère? Une autre question, êtes-vous fier qu'on reconnaisse l'entraîneur avant la femme? Voilà, enfin, ça c'est 2 questions, il y en avait 4 dans l'interview, donc ça monopolise quand même un bon bout de l'article pour assurer cette curiosité-là. Ultime exemple de sexisme qui était particulier pendant cette période, parce que vous savez peut-être qu'il y a eu des soucis sur la possibilité pour le PSG féminin de conserver son terrain. Et non seulement il y avait ce terme de rififi qui était employé, on l'a vu tout à l'heure, c'est un article du Parisien, là c'est un article de l'Équipe, où là encore, on a vraiment absolument que des hommes qui sont cités, de Patrice Lair à Luis Fernandez, et là on a carrément à la fin le jardinier, Jonathan Calderwood qui est aussi cité, mais aucune des joueuses finalement n'est sollicitée. Donc c'est pour ça. Et surtout, cet événement-là, en fait, il n'est jamais qualifié comme sexiste. Hein, le fait qu'on demande de jouer de position, ça c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment, on parle autour. Et pour conclure, je dirais, sur le qualitatif, un petit exemple, un peu, hein, pendant cette période, il y a aussi eu Bibiana Stanos, qui a été arbitre pendant la Bundesliga, je vous laisse apprécier les titres, et la Bundesliga créée à la femme. Et par ailleurs, le début d'article, c'est devant les 50 000 spectateurs du stade olympique de Berlin, parmi lesquels son compagnon dans la vie. Donc encore une fois, la nécessité de ramener l'homme. Et puis, enfin, et avant la partie 3, je voulais faire un cas quand même un peu spécifique pour SoFoot, qui on se rappelle est à 99,9% je crois de traitement de foot masculin, mais qui par ailleurs se distingue quand même particulièrement dans l'ensemble des propos sexistes, enfin homophobes qui figurent dans ces pages. Donc ce que je veux dire, c'est que souvent on voit quand même qu'il y a un lien entre quantitatif et qualitatif. Donc, déjà on n'en parle pas beaucoup, en plus généralement on n'a pas une attitude tout à fait correcte dans l'ensemble. Bon, j'en viens enfin, et ça ne sera pas très long partie 3, la solution et les réflexions. Ce que je voulais quand même, c'est de montrer quelques bonnes pratiques, parce qu'il y avait aussi d'excellents articles pendant ce corpus-là, et il y avait des très bons articles, et il y avait aussi des tendances qui montraient qu'il y avait des efforts de fait qui peuvent être interprétés à double tranchant. Mais quand je dis efforts, c'est par exemple, si je regarde France Football a la particularité de souvent utiliser des rubriques transversales pour glisser du football féminin, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple toujours cette espèce de listique, la contraction d'articles, les 10 meilleurs ou les 10, et là c'était les 10 histoires de foot au géo. Bon, ils font attention de nommer 1996, États-Unis, Chine, d'introduire dans cette rubrique générale un cas sur le foot féminin. Idem, ils ont une rubrique qu'on a vérifiée, alors une espèce de info intox de vrai-faux, ils placent CAC dans cette rubrique-là. Donc c'est à la fois une technique, un moyen qui peut être utilisé, effectivement, de se dire, bon, pour remplir cette rubrique-là, on peut utiliser le foot féminin. C'est à double tranchant, mais on peut l'observer en fait dans les pratiques qui sont faites. Dans les bonnes pratiques aussi, ou en tout cas dans les pratiques à remarquer, très souvent c'est le local qui permet de parler de foot féminin. On l'a vu dans le fait que la PQR est vraiment bien plus haut statistiquement, mais aussi quand je dis vraiment le local, c'est vraiment le local. C'est-à-dire que là, un des meilleurs articles moi, que j'ai vu qui était dans Midi Libre, une pleine page avec plein de photos et tout ça, c'est même pas en page sport en fait, c'est en page de Montpellier.
c'est en page vraiment Montpellier. Et pourquoi? Je pense que l'explication, elle est aussi que finalement, quand on parle, j'allais presque dire d'une enfant chérie du pays, d'une Montpelliéraine, de Montpelliéraine, elles deviennent d'abord Montpelliéraines et plus femmes. C'est-à-dire que là, ça change un peu d'identité, donc on en parle, donc on peut les nommer. On le voit dans d'autres cas. La Voix du Nord, c'est assez mignon parce qu'à chaque fois, ils parlent beaucoup. Quand ils parlent, ils font des très bons articles là-dessus. C'est vraiment quand il y a un angle local. Donc là, on le voit, Oulé Matassar, qui est une Lilloise, réussit ses débuts et la France l'emporte où? À Calais. Donc c'est vraiment des angles locaux. Dans l'exergue, c'est Henri, capitaine, devait récupérer les ballons et donner le tempo à ça, arrivé au LOSC cette saison. Donc on est vraiment dans. On parle des joueuses, des enfants du pays. Ce qui permet, ceci dit, d'en parler plutôt bien et d'avoir pas mal d'articles. On l'a vu, la Voix du Nord était plutôt bien placée, mais avec un angle vraiment résolument une focale locale. Idem, par exemple, pour Ouest France, qui avait fait, on le voit, bon, il y avait un très bon enchaînement, par exemple une interview de Solène Durand, dernier rempart des Guingampaises, parce qu'elle a été sélectionnée chez les Bleus, et même en dessous, un article sur la Coupe du Monde féminine U20, donc on se dit pourquoi ils vont s'intéresser à ça, parce que Dinan, Léon, retenu, donc parce que les villes, on parle des villes bretonnes, donc là encore l'angle local permet d'en parler. En guise de conclusion, j'ai deux remarques qui sont des observations sur ce qui peut expliquer quand même ce traitement particulièrement problématique et ce qui pourrait peut-être améliorer les choses, les personnes qui doivent aussi y réfléchir, y penser. L'étude elle est faite pour ça, c'est pour réfléchir ensemble. Je suis aussi journaliste, il y a des complications, c'est pour essayer un peu d'amener à un mieux. Je distingue deux types de blocage. Il y a un blocage du côté des médias, et là je vais citer Sébastien Darnaud, qui est un journaliste de La Voix du Nord, et qui se rend à la conférence de presse avant le match de l'équipe de France entraînée par Corinne Diacre, et qui dit, bien de cause à effet, toujours est-il que la presse a boudé la conférence d'hier après-midi, programmée dans l'enceinte du stade de l'Épopée, un seul journaliste, devinez qui, et puis c'est tout. Hein, quand on voit en comparaison des lives, hein, parce que les sélectionneurs, Didier Deschamps, et moi je me souviens, elles étaient particulièrement périlleuses et fastidieuses que celles de Laurent Blanc avant, c'est suivi en live sur BFM TV, hein, les conférences de presse des sélectionneurs. Donc là, on voit, c'est même pas ça, c'est qu'il y a un seul journaliste, celui du Cru, du Point, qui se rend à la conférence. Donc ça, c'est des blocages côté médias. Et puis certainement, il y a aussi un travail de communication à faire de la part des instances légitimes, à commencer par la Fédération française de football, parce que quand Noël Le Graët, qui est président de cette fédération, obtient 2 pages d'interview, une double page d'interview dans l'équipe, et qu'à aucun moment, lui, ne mentionne en fait le foot féminin, c'est une occasion ratée quand même pour en parler, surtout avec des événements comme le Mondial 2019 qui arrivent, ça ne manquait pas d'événements d'actualité pour en discuter. Voilà, moi j'en ai fini là pour ce qui est de l'étude. Je vais laisser éventuellement soit la salle poser des questions, soit les développeuses, Cécile, elle-même conclure ce qu'on peut en tirer et pourquoi c'est important ce qu'on peut faire maintenant qu'on a à disposition ces résultats. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Alice. Cette étude très riche.